Donc, on s'était arrêté jeudi sur comment s'en prémunir des différentes attaques qu'on a vues jusqu'à même qu'on a vu jeudi dernier. Et donc, pour cela, il y a on avait vu plusieurs choses. Déjà, on avait vu les antivirus, on avait vu, je crois, les pare-feux et les IDS et les IPS. Une autre chose qu'on peut utiliser, c'est les anti-spams. Donc, les anti-spams, c'est un système qui permet de filtrer les emails considérés comme spam. Vous avez tous déjà reçu des spams auparavant. Vous avez tous dans votre boîte mail un dossier spam. Donc, vous savez à quoi ça peut ressembler. Donc, on a différents types de filtrage. J'avais déjà parlé du filtrage d'enveloppe et du filtrage de contenu jeudi dernier. Donc, on a aussi le filtrage bayésien, qui, lui, est un système qui est fondé sur l'apprentissage d'une grande quantité de spam et de courriels légitimes, qu'on appelle ham, et afin de déterminer si un courriel est légitime ou bien si c'est un spam. Et pour bien fonctionner, il faudrait que l'ensemble de spam, donc le corpus de spam, ou l'ensemble des spams qu'on a et l'ensemble des courriels légitimes qui doivent être utilisés pour l'apprentissage doit contenir plusieurs milliers de spécimens chacun, puisqu'on est sur un apprentissage finalement. On a aussi le filtrage par mots-clés. Donc le filtrage par mots-clés ou adresse, cette méthode est très limitée car elle se base sur le rejet ou le tri du courrier en fonction de règles de vocabulaire qui ont été préalablement établies et qui vont permettre de définir des mots comme étant des mots interdits. Un exemple, juste un instant. Par exemple, je peux définir comme mot interdit euh, à un certain moment, je ne sais pas s'il y en a plus ou bien c'est juste que je n'en vois plus. Je peux juste ouvrir ma boîte mail et aller directement dans les spams. Alors, je ne sais pas trop si je vais utiliser ça. L'un des spams, enfin, dans les spams qu'on retrouve souvent, on va retrouver des mots du style pour des médicaments spécifiques ou bien des drogues spécifiques ou vantant les pouvoirs de quelque chose. Bref, euh, disons, exemple, voilà, ça s'écrit comme ça. Imaginons que j'utilise ce mot-clé comme étant un mot qui va être utilisé filtrer, euh, pour filtrer les messages. C'est un des mots qui est souvent utilisé dans les spams, entre autres. Donc, le problème qui se pose avec ce genre de filtrage par mots-clés, c'est qu'il suffirait que la personne qui crée le spam change son écrit, la manière de l'écrire comme étant ça, ou plutôt, non, plutôt ça, pour que ça va passer au travers le filtre. Donc, ou alors, je peux aussi écrire comme ça. Les gens comprendront toujours ce que c'est, ou bien comme ça. Donc, le problème n'est pas dans le fait que on ne trouve pas les mots-clés. Le problème, c'est que le mot-clé peut être détourné. Si j'utilise un mot-clé en particulier, je peux, pour le filtrage, un créateur de spam peut tout simplement modifier les mots qu'il utilise
de telle manière à ce que ce soit toujours compréhensible par un humain, mais que ça puisse passer outre le filtrage. On a donc une autre manière de faire un filtrage, c'est plutôt d'utiliser des fonctions rationnelles, des filtrages par expression rationnelle. Et donc, afin de trouver ce qui va nous permettre de trouver des variations des mots qu'on veut filtrer et augmenter la possibilité de trouver des spams. Donc ici, au lieu de mettre comme ça ce mot-clé-là, je vais plutôt utiliser quelque chose de ce style. Alors, ça n'écrit pas vers le haut. Donc le plus, imaginez qu'il est en haut. Même chose pour le A, je peux l'écrire plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que le I peut être écrit une fois ou plusieurs, que le A peut être écrit une fois ou plusieurs. Je peux même aussi rajouter un majuscule pour dire comme quoi ça peut être un A majuscule ou un A minuscule. Même chose ici. Je peux même mettre le 1 à la place si la personne est en train d'utiliser du leet speak, et ainsi de suite. Et donc là, grâce à cela, je vais pouvoir retrouver plusieurs variantes. Je vais pouvoir retrouver le mot d'origine qui va être filtré. Je vais pouvoir filtrer aussi celui-là, puisqu'on a au moins un I, puis un ou plusieurs A, puis GR, puis un ou plusieurs A. Même chose avec ça. Alors celui-là, il va pas être découvert parce que ici, j'ai mis V minuscule. Il faudrait que je mette soit V minuscule, soit V majuscule, par exemple. Et donc là, celui-là va aussi être filtré parce que on a au moins un V majuscule. La première lettre est un V majuscule. Ensuite, on va avoir soit un I minuscule, soit un I majuscule, soit un 1, une fois ou plusieurs fois. On a un 1 ici, donc ça continue. Puis on va avoir au moins un A, puis GR et au moins un A. Cette variante va aussi être détectée. Et ainsi de suite. Donc, le fait d'utiliser des expressions régulières, va se permettre d'augmenter la probabilité de détecter les mots sensibles. Ça reste insuffisant, mais c'est mieux que quand on a juste une liste de mots ou de termes. On a ensuite le filtrage heuristique. Ici, il va tester le contenu du message. Par exemple, quelle est la proportion de code HTML, d'images, de références à la pornographie, à l'acquisition facile d'argent? Contient-il par rapport au reste du message? Le sujet est-il vide? L'identificateur du message contient-il des signes $? Alors, pourquoi le signe $? Parce qu'il y a beaucoup de logiciels d'envoi de spam qui vont utiliser le signe $, dans l'identificateur de message. Chaque test donne un nombre de points et après on fait le total des points. Et selon le total, si le total est bas, on va le considérer comme étant un message légitime. Si le total est haut, est élevé, on va le considérer comme un spam. Alors, ce total, bien sûr, en fait, cette considération va être prise on va utiliser un seuil pour dire à partir de quel score je le considère comme un spam et en dessous de quel score je le considère comme un message légitime. Et donc, ce seuil, il est défini de manière arbitraire par l'administrateur système qui doit trouver le score donnant le meilleur équilibre entre le nombre de faux positifs et le nombre de faux négatifs. Un autre exemple qui peut expliquer pourquoi on va faire
un système de comptage, etc. Par exemple, si je prends des références à la pornographie. Un mot en français qui peut vouloir dire deux choses différentes, sexe ou sexe. Alors en anglais, c'est encore pire parce que les deux s'écrivent de la même manière. S'écrivent comme ça. Et donc là, dans un cas, c'est dans le sens est-ce que c'est mâle ou femelle pour les animaux, homme ou femme, etc. Et dans l'autre cas, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et même dans cela, parfois, imaginez que vous soyez médecin dans un domaine de, par exemple, dans un domaine de reproduction de l'être humain, donc un gynécologue, un urologue, etc., etc. À ce moment-là, il est très souvent logique de retrouver ce terme-là dans les communications parce que ça fait partie du travail. Et ça n'a rien à voir, ça n'a rien de pornographique. C'est juste une partie du travail. Et donc là, finalement, si on était sur un filtrage par expression régulière ou bien par mots-clés, et qu'on avait mis ce terme-là comme étant un mot qui allait considérer que le mail serait un spam, et ben ça risque de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de mails légitimes qui va se retrouver dans les spams. Et donc, ce qu'on veut, c'est que, avec le filtrage heuristique, c'est qu'on veut avoir le moins possible de faux positifs et de faux négatifs. Donc, on veut avoir un équilibre entre les deux. Les faux positifs, c'est, dans ce cas-là, un mail qui a été détecté comme un spam, mais qui n'en est pas un. Et les faux négatifs, c'est un mail qui n'a pas été détecté comme un spam, mais qui est un spam. On a aussi les logiciels, les adblocks. Il y a beaucoup de... alors, en dehors du fait que les pubs sont gênantes, hein, il y a des pubs qui sont carrément pornographiques et il y a des pubs qui sont... qui derrière cette pub, il y a des malwares. Alors, il y a 1 an, 2 ans de cela, je crois que c'est 2 ans de cela. Vous voyez, quand vous faites une recherche sur Google, vous faites une recherche. Généralement, la première réponse, pour certains mots-clés, la première réponse, ou les 2, 3 premières réponses, ce sera de la publicité. Alors, il y a à peu près 1 an de cela, je crois, quand vous cherchiez un logiciel connu qui était un logiciel open source, la première réponse que vous aviez, c'était une publicité avec les mêmes éléments de ce logiciel open source, donc le nom du logiciel, l'entreprise, etc. Mais qui en réalité, quand vous téléchargez, si vous cliquiez sur ce premier lien et que vous téléchargiez le logiciel de ce lien-là, qui était le lien publicitaire, vous tombiez sur un malware. Et beaucoup de gens ont téléchargé un malware pensant que c'était le logiciel qu'ils cherchaient. Et c'était une réponse publicitaire venant de Google. Enfin, donc, ne croyez pas que les pubs ne sont que une perte de temps pour vous. Les pubs peuvent aussi être malveillantes. Donc, il y a d'autres manières de se prémunir des attaques et des malwares, etc., dont on ne verra pas ensemble, mais vous pouvez prendre note. Donc, il y a les EDR, qui vont être un système de détection et de réponse qui se trouve sur un node. Vous allez avoir les XDR et les SIEM,
qui, plus ou moins, c'est pas exactement la même fonction, mais grosso modo, de manière vraiment grossière, hein, ils vont avoir la fonction de récupérer les logs de différents éléments du réseau et des systèmes. Il va être centralisé et il va permettre de faire une corrélation dans les logs et essayer pour détecter certaines attaques. Et donc, ça va permettre euh, de faire du monitoring de ce qui se passe d'un point de vue sécurité, ou même il peut y avoir des erreurs, enfin plein de choses, d'un point de vue de sécurité sur un système central. Vous avez aussi les SOAR, SOAR, qui eux vont permettre d'orchestrer ou d'automatiser et d'orchestrer des réponses à des incidents. Donc, par exemple, imaginez que votre SIEM a détecté qu'il y a un type d'attaque en particulier. Grâce au SOAR, vous pouvez automatiser les réponses pour ce type d'attaque. Donc, tout le processus de réponse, par exemple, avec des éléments qui seront automatisés et des éléments où l'être humain devra faire un travail. Bref. Ensuite, on va vous parler des types d'attaquants. Alors, si je parle d'un hacker, le hacker, c'est une personne qui... C'est pas un attaquant forcément, hein, qu'on soit bien d'accord. Un hacker, c'est une personne qui est passionnée pour comprendre comment quelque chose fonctionne. Alors, dans notre cas, ce sera les systèmes, les ordinateurs et réseaux informatiques en particulier. Donc, c'est un spécialiste de la maîtrise de la sécurité informatique et des moyens de déjouer cette sécurité. Ça, c'est ce qu'un hacker est. Par contre, dans les hackers, on va avoir plusieurs types. On a les black hats. Alors, les black hats, ce sont des hackers qui vont utiliser leurs connaissances dans un cadre illégal et pour faire du mal, si on veut. Les white hats, eux, sont des personnes qui vont effectuer des tests d'intrusion en accord avec leurs clients et la législature en vigueur. Donc, il y a des lois, il y a des règles et il y a un contrat afin de qualifier le niveau de sécurité du système du client ou des systèmes du client. On a les grey hats qui sont entre les deux. Donc, qui vont exploiter une vulnérabilité, mais au lieu de l'exploiter pour faire quelque chose, s'introduire, faire quelque chose de mal, par exemple, ils peuvent l'exploiter afin de porter ensuite l'attention au propriétaire, lui dire ah, il y a un problème ici, voilà, vous pouvez être euh, attaqué en faisant ça, vous devriez faire ceci, cela, par exemple. Ensuite, on a les outsiders et les insiders. Comme leur nom l'indique, les outsiders sont des attaquants qui n'ont aucun accès privilégié autorisé au système ou à l'organisation. Et ce qu'ils veulent faire, c'est essayer d'obtenir un accès non autorisé. Les insiders sont des attaquants qui sont à l'intérieur. Donc, elles sont lancées par un utilisateur interne qui peut avoir l'autorisation d'utiliser le système qu'il attaque, comme il... Et donc, peut-être, c'est ce jeu. Alors, dans ce cas-là, ça peut être intentionnel, il l'a fait exprès, ou accidentel, il ne l'a pas fait exprès. On a les hacktivistes, qui est la contraction entre hacker et activiste. Donc, eux, ils vont agir pour défendre une cause et parce qu'ils veulent défendre cette cause, ils n'hésitent pas à transgresser la loi pour attaquer des organisations afin de les paralyser ou bien d'obtenir des informations. On a les phishers, c'est ceux qui vont essayer de tremper les utilisateurs à divulguer des informations, leur identifiant de compte
en faisant du phishing. On a les scripts qui disent, alors là, on vous dit comme quoi c'est des gens qui n'ont pas vraiment de compétences, mais qui piratent surtout par désir de se faire remarquer en utilisant des programmes codés par d'autres. Et c'est sur ça que ce chapitre se termine. On va passer au chapitre suivant, qui pour 80% probablement, c'est des éléments que vous connaissez déjà. Donc, c'est un rappel de certaines choses que vous avez vues auparavant en réseau. Donc, les répéteurs, c'est un matériel, ce sont des matériels de la couche 1 qui vont répéter un bit qu'ils reçoivent, enfin, qui répètent les bits qu'ils reçoivent et les renvoient directement sans connaître, sans comprendre les protocoles du réseau. Et ils servent à quoi? Ils servent à étendre la longueur d'un réseau ou l'étendue d'un réseau. Souvent, on va être limité, par exemple, si on prend en considération, si on veut mettre en place un réseau, il y a à prendre en considération la perte du signal, la distance entre le switch ou le routeur ou quoi que ce soit et le point final. Donc, entre les différents éléments connectés, dans certains cas, on a besoin de répéteurs pour pouvoir étendre cette longueur. Ensuite, on a un hub. Un hub, c'est un répéteur avec plus de 2 ports. Donc, le répéteur, il a 2 ports. Le hub, il a au moins 3, 4, 5, 6, 8, 16 ports. Il va recevoir un flux de bits par un port et il va le répéter sur tous les autres ports. Donc, le problème qui se pose ici, c'est qu'il n'y a aucune isolation de trafic et aucune sécurité. Tout ce qui rentre par un port va sortir sur tous les autres ports, quelle que soit la destination. Il n'y a pas de confidentialité. Et pourquoi il n'y a pas d'intégrité? Parce que si vous avez un trafic qui arrive par un port et un autre trafic qui arrive par un autre port et qu'ils arrivent en même temps, il va y avoir collision. Et ce qui va être renvoyé sur les autres ports, ce sera un trafic où les deux trafics en réalité ont été mélangés. Donc on a un problème d'intégrité. Il est aussi half duplex, donc ce qui implique qu'il y a un problème de disponibilité. Il n'est pas disponible tout le temps. Il n'y a qu'un seul domaine de collision. Pour tous les ports qu'il y a sur le hub, il n'y a qu'un seul domaine de collision. Il peut être utilisé pour l'investigation réseau puisqu'il permet un accès en promiscuité. Alors ici, comme tout ce qui rentre par un port est diffusé sur tous les autres ports, si on veut faire de l'investigation réseau, du forensic réseau, on peut se brancher sur le hub et être en écoute de tout ce qui se passe. Tout va passer par le port sur lequel on est en écoute. Ensuite, on a les ponts. Donc les ponts, c'est au lieu de travailler sur la couche 1 comme les répéteurs, eux, ils vont travailler sur la couche 2. Donc, ils possèdent 2 ports et il va permettre de connecter des segments réseau ensemble. Le pont permet une isolation du trafic. Les données envoyées d'un ordinateur d'un côté vers un ordinateur du même côté ne passeront pas par le pont. Et il va posséder deux domaines de collision. Tandis que le switch, c'est un pont avec plus de 2 ports. Et donc le switch aussi, forcément, le domaine de collision ne va pas se limiter à un seul port, mais il va avoir autant de domaines de collision que de ports dans ce switch. Il permet une isolation du trafic en associant l'adresse MAC de chaque machine avec le port auquel il est connecté. Et on peut aussi créer des VLAN comme si c'était un switch virtuel et la communication inter-VLAN va requérir un routage de couche 3. Donc ça, c'est des choses que vous avez sûrement déjà vues dans
dans un des modules de réseau. Après, on a aussi, sur les switches, on a le port span, ou le port spanning, ou le port mirroring. Alors, le terme utilisé va dépendre du type de switch que vous utilisez. Alors, le type veut dire, est-ce que c'est un switch Cisco? Est-ce que c'est un switch Huawei? Est-ce que c'est un switch Juniper? Et ainsi de suite. Donc, le terme est différent, mais le travail est le même. Alors, le port spanning, pour Switched Port Analyzer, va... Alors, le problème qui se pose avec le switch, c'est que le switch, finalement, il y a autant de domaines de collision que de ports. Et pour être en écoute du trafic, en fait, il n'y a pas de possibilité pour être en écoute de tout le trafic sur un switch. Pour faire de l'investigation, pour faire de l'investigation, pour mettre en place un IDS réseau et ainsi de suite. Et c'est à cause de ça que le port spanning a été créé, ou le port span a été créé, ou le port mirroring. Donc, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre que tout le trafic qui va vers les autres ports ou qui vient des autres ports soit copié vers le port span. Mais l'autre problème qui se pose dans ce cas-là, c'est que c'est un problème de bande passante. Si le trafic, la somme du trafic qui passe est supérieure à ce qui peut être offert par le port spanning, il y aura certains paquets qui ne vont pas passer. Et donc, à ce moment-là, si on a un NIDS qui est connecté à ce port span, il peut y avoir des parties du trafic qu'il ne verra pas. Alors, une autre solution qui existe, c'est le TAP réseau. Alors, le TAP réseau, ou TAP pour Test Access Port, vont permettre de mettre sur écoute le trafic réseau et voir tous les flux dans un réseau. Et les TAP peuvent être en fail open. Ça veut dire que si le TAP tombe en panne, le trafic va pouvoir passer. Alors que si un hub ou un port span tombe en panne, le trafic ne pourra pas passer. Donc les TAP permettent aussi de voir tout le trafic, même les trames Ethernet mal formées. Puis on a les routeurs. Donc les routeurs sont des appareils de la couche 3 qui permettent de router le trafic d'un LAN vers un autre. On a ensuite les routeurs filtrants, on en a parlé en TD, puisque maintenant, en fait, la plupart des routeurs vont avoir plusieurs fonctionnalités, comme celle d'un pare-feu, d'un IDS, en plus de son rôle de routage. Même si le rôle principal d'un routeur reste le routage, le routeur filtrant va aussi, alors le rôle, pardon, même si le rôle principal d'un routeur, c'est le filtrage, le rôle principal d'un routeur filtrant, c'est de filtrer les paquets et de permettre ou d'empêcher le passage des paquets de données reçues. Donc ici, le routeur va examiner chaque paquet et va appliquer les règles selon, enfin, va les laisser passer ou leur interdire le passage selon les règles de filtrage qui ont été configurées. Ensuite, on a les pare-feux. Donc le pare-feu va filtrer le trafic entre les réseaux et on retrouve principalement trois types de pare-feu. On a le pare-feu sans état, on en a le pare-feu avec état et on a le pare-feu applicatif ou pare-feu proxy. Le pare-feu sans état va travailler sur la couche 3 et 4. Il n'a pas de concept d'état, ça veut dire que
et dans son filtrage, il ne voit pas ce qui s'est passé. Il ne voit pas le passé. Il ne voit que le paquet qui est à ce moment-là à son niveau et rien d'autre. Et il ne peut décider que de cela, qu'avec cette information. Les problèmes de cette technique, c'est qu'il n'y a pas de souplesse. Donc, cette approche offre une défense simple et efficace, mais elle manque de souplesse car dans la majorité des cas, en fait, il n'est pas suffisamment bloquant pour le bon fonctionnement des systèmes du réseau concerné. Ensuite, on a aussi, comme autre problème, difficulté pour gérer certains trafics. Par exemple, en TD, on avait vu pour autoriser le trafic FTP, en fait, on doit autoriser le trafic FTP sur le port 20 et le port 21. Mais en réalité, si on regarde les spécifications du protocole FTP, on devrait d'abord vérifier, on ne devrait pas autoriser l'accès au port FTP de données tant que l'utilisateur ne s'est pas authentifié sur le port FTP control. Et donc, il faudrait avoir la possibilité de voir ce qui s'est passé sur le port FTP control. Est-ce que l'utilisateur s'est authentifié pour pouvoir autoriser l'accès au port FTP de données, chose qui n'est pas possible avec ce genre de pare-feu. Ou alors avec tout ce qui est TCP. Il ne peut pas aussi gérer... en fait, la gestion du trafic TCP aussi est plus complexe. Je n'ai pas le choix de soit autoriser... Je vais soit autoriser tout le trafic TCP vers un port d'une machine, sans prendre en considération est-ce qu'il y a eu demande de synchronisation ou pas, ou interdire tout le trafic TCP vers le port de cette machine. J'ai pas entre les deux. Je n'ai pas la possibilité de dire je n'autorise que le SYN. Et si le SYN a été, si la synchronisation a été faite, je vais autoriser le reste de la communication pour cette machine en particulier. Il n'y a pas ça sur les pare-feux sans état. C'est pour ça qu'on les appelle sans état. Ensuite, on a les pare-feux à état. Ici, il va y avoir une table d'état qui permet aux pare-feux de comparer les paquets courants aux paquets précédents. Donc là, on garde l'idée de qu'est-ce qui s'est passé avant dans la communication. Les limites, c'est un risque d'accès illimité. Alors bien sûr, on est sur quelque chose qui est mieux que les pare-feux sans état, mais une fois qu'on autorise ou qu'on interdit l'accès à un service donné, alors si l'accès est autorisé, alors l'accès au service est accordé et qu'il n'y a pas de limite à cela. Et un autre problème, c'est s'il y a une faille interne au pare-feu, il ne va pas protéger les serveurs contre les attaques s'appuyant sur des failles du... Donc, ça, c'était pour le pare-feu à état. Et ensuite, on va parler des pare-feux proxy. Alors, les pare-feux proxy vont travailler sur la couche 5, 6 et 7. Ce sont des pare-feux qui vont agir comme un serveur intermédiaire. Il va avoir plus ou moins la même fonction qu'un NAT, hein. En fait, qu'un NAT a dans le sens où il va cacher l'origine d'une connexion. Et le pare-feu proxy, les proxys pare-feu de la couche application peuvent prendre des décisions de filtrage relatives aux données de la couche 7. Par exemple, on a les proxys web qui vont être dédiés à cela. Et donc, ça va permettre d'avoir des règles de filtrage plus spécifiques et plus fermes et plus en détail. Donc, si dans les pare-feux à état ou les pare-feux sans état, on voyait le trafic d'un point de vue soit réseau, couche réseau, ou bien couche réseau et transport,
Sur les pare-feux proxy, on va pouvoir aller dans la partie application et donc pouvoir voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ces systèmes se substituent au serveur ou au client, ça dépend de qui vous êtes en train d'essayer de protéger. Si vous êtes en train d'essayer de protéger, il va se substituer. Si vous êtes en train de protéger un serveur, il va se substituer au serveur. Si vous êtes en train de protéger des clients, il va se substituer aux clients. Et il va avoir pour mission de défendre, pour traiter. Donc, qu'est-ce qu'il va en faire? Ils vont traiter les requêtes et réponses à la place du système à protéger, les transmettre après d'éventuelles modifications ou encore les bloquer. Le problème qui se pose, c'est qu'ils ne sont pas adaptables. Donc déjà, tout protocole qui va passer par le pare-feu doit être connu du pare-feu. Sinon, le pare-feu proxy, en fait, il ne pourra pas utiliser les capacités de proxy du pare-feu. Un proxy web ne peut répondre qu'à du trafic web. Et il ne pourra pas répondre à un trafic type, je ne sais pas, par exemple, SSH, comme exemple. Donc vraiment, les pare-feux applicatifs ou les pare-feux proxy sont beaucoup plus spécialisés. Il va être aussi plus difficile dans le sens où on a eu beaucoup de protocoles à examiner. Et donc, il est difficile d'obtenir un système qui va éliminer réellement toutes les attaques envisageables. On va avoir aussi des failles. L'autre possibilité, c'est qu'il y ait des failles du proxy. Et sachant que le proxy, il est là pour défendre un client ou un serveur, il va devoir interpréter, comprendre et réécrire les requêtes et les réponses qu'il reçoit. Or, ce genre de fonctionnalité peut avoir beaucoup de failles applicatives. Ensuite, on a un problème de performance. Sachant qu'il va travailler sur la couche 7, il va en fait regarder beaucoup plus en profondeur. Il va avoir donc il va avoir besoin de plus de temps pour faire sa tâche, puisqu'elle est aussi plus complexe que celle d'un pare-feu à état ou que celle d'un pare-feu sans état. Donc dans ce cas-là, on a besoin d'une machine qui est puissante pour faire tourner ce type de pare-feu proxy. Et généralement, la bande passante ou le débit de trafic qui peut être filtré par un pare-feu proxy est beaucoup plus inférieur, beaucoup moindre que pour un pare-feu à état. Donc si on regarde un peu la différence entre un pare-feu, alors le pare-feu à état ou le pare-feu sans état va être dans un réseau de la même manière. Il va être là, tout le trafic va passer à travers et il va voir si les règles s'appliquent ou pas. Si la règle dit comme quoi il autorise la connexion, le paquet ne va pas être modifié, il va continuer. Et ainsi de suite. Par contre, dans le pare-feu proxy, en fait, la connexion, elle va se faire entre le client et le pare-feu proxy et puis une autre connexion va se faire entre le pare-feu proxy et le serveur. Et donc, le client ne verra que le pare-feu proxy et le serveur ne verra que le pare-feu proxy. Et la communication va se faire dans un sens entre ces deux-là ou entre ces deux-là. Elle ne va pas se faire entre celui-là et celui-là. Dans les architectures d'un pare-feu, on va avoir plusieurs architectures qui sont utilisées.
On a l'hôte Bastion. Donc, c'est un hôte qui est complètement exposé aux attaques. Exemple, un pare-feu, un routeur peuvent être considérés comme des hôtes bastions. Les serveurs web, FTP, mail et DNS sont aussi des hôtes bastions. Les hôtes bastions sont configurés pour limiter les méthodes d'attaque potentielles. Donc, généralement, quand on a un hôte bastion, on va essayer de faire en sorte qu'on ait le moins de surface d'attaque possible. Imaginez si je parle let's take an example from real life. Prenons en considération, par exemple, un fort. Alors, vous avez peut-être déjà visité un fort dans votre vie, comme que ce soit le fort qui se trouve le Bastion 23, ou bien celui qui se trouve à Tamenfoust, ou bien peut-être que vous avez vu celui qui se trouve à Oran, et ainsi de suite. Il y a plein de forts en Algérie, quoi qu'il en soit. Ou que vous n'ayez vu que à la télé. Un fort, si vous regardez, c'est des murs, il n'y a pratiquement pas de fenêtres, il y a des petites ouvertures pour pouvoir faire passer soit un canon, la bouche d'un canon, ou bien comment ça s'appelle? Euh, hmm, la bouche d'un fusil ou d'une arme, et rester derrière le mur. Donc, ce qui fait que vous allez avoir, finalement, même s'il y a des gens qui sont à l'intérieur du fort, qui y vivent, etc., vous n'allez pas avoir de fenêtre vraiment vers l'extérieur. Vous allez avoir aussi des minarets, pas des minarets, des éléments du fort qui vont être surélevés par rapport au reste pour pouvoir, des tours d'observation, voilà, c'est ça le terme. Vous allez avoir des tours d'observation pour pouvoir voir au loin, et ainsi de suite. Mais il n'y a qu'une seule entrée généralement, une seule porte qui est fermée, qui n'est ouverte qu'à certains moments et qui reste fermée le reste du temps. On va avoir presque pas de fenêtres, des petites ouvertures pour éviter que des gens puissent s'introduire à travers ces ouvertures et ainsi de suite. Et bien, un autre bastion, c'est la même chose. On doit le considérer de la même manière. En d'autres termes, tout ce qui n'est pas utile doit être fermé, doit être désactivé ou supprimé. Je ne vais pas avoir de service qui n'est pas utile au fonctionnement de l'hôte à l'intérieur. Imaginez, vous avez un serveur web. Le serveur web, il n'est là que pour faire du serveur web. Il n'a aucune autre fonction. Vous pouvez avoir des serveurs qui vont avoir plusieurs fonctions. Là, je parle d'un serveur qui n'a que la fonction de serveur web. Sur ce serveur web, il n'a pas besoin d'avoir des services DNS qui tournent dessus, il n'a pas besoin d'avoir un service DHCP qui tourne dessus, s'il n'est que serveur web, hein, je répète, si c'est un serveur qui a plusieurs fonctionnalités, je vais désactiver tous les services qui ne sont pas utiles aux fonctionnalités de mon serveur. Donc, je vais désactiver ou supprimer les services ou les démons inutiles de l'hôte. Alors, démon, ça s'écrit pas comme ça, hein. Pardon. Ça s'écrit. C'est pas le même type de démon. Ah. Je crois que c'est AE ou bien EA. Bon, quoi qu'il en soit. Désactiver les comptes ou supprimer les comptes utilisateurs inutiles. Désactiver ou supprimer les protocoles réseau inutiles.
Désactiver ou supprimer les utilitaires et outils de configuration système dont on n'a pas besoin. Faire les mises à jour de sécurité du système d'exploitation de manière régulière. Faire les mises à jour de sécurité des applications dont on a besoin pour le service, pour le rôle qu'il joue de manière régulière. Fermer tous les ports non utilisés ou inutiles. Chiffrer les bases de données de mots de passe et de comptes utilisateurs si possible. Et avoir une journalisation de tous les événements relatifs à la sécurité. Et des mesures doivent être en place pour s'assurer de l'intégrité des journaux afin qu'un intrus ne puisse pas effacer ses traces. Et il y a plein d'autres pratiques, il y a plein d'autres pratiques qui doivent être utilisées. Si on prend selon le système d'exploitation, selon les applications qu'il y a à l'intérieur et ainsi de suite, vous avez par exemple, je crois que c'est le CIS. Je vais juste vérifier. Oui. Alors, vous avez le CIS ou Center for Internet Security qui publie des benchmarks permettant de sécuriser au mieux certains systèmes. Et donc, qui vous donne quelles sont les best practices pour la sécurisation de ces systèmes, selon le système d'exploitation utilisé, etc., etc. Et donc, l'une des choses que vous pouvez faire, c'est télécharger le benchmark pour le système d'exploitation que vous avez et essayer de le suivre pour la configuration de votre système. Et vous allez voir comment que ça se fait. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus, enfin, dont on n'a plus autant besoin de faire qu'avant. Par exemple, désactiver ou supprimer les services qui ne sont pas utiles à l'autre. Avant, sur les Windows Server jusqu'à... Alors, Windows Server 2003, j'en suis sûre. Je ne sais pas si Windows Server 2008 aussi ou pas. Alors, sur les Windows Server jusqu'en 2008, est-ce que 2008 compris ou non, je ne me rappelle pas, hein, mais ça vous donne une idée. Quand vous installiez le système d'exploitation sur une machine, les services étaient tous activés par défaut. Ils étaient activés par défaut, il fallait les désactiver. Ils étaient installés par défaut, il fallait les désinstaller ou les désactiver. À partir de Windows Server 2008 ou 2012, normalement c'est 2008 que ça a changé, mais c'est soit 2008 soit 2012. Quand vous installez le Windows Server, le système d'exploitation, en fait, aucun service n'est installé. Il faut les installer, vous allez avoir besoin d'installer les services que vous allez utiliser. Donc, si vous voulez utiliser le Windows Server 2IS, une fois que vous avez installé le système d'exploitation, il va falloir installer le 2IS. C'est pas grand-chose, hein, c'est juste quelques clics, mais néanmoins. Alors qu'avant, il était installé par défaut. Donc, tout était installé d'un seul coup et activé d'un seul coup. Là, vous avez besoin de le faire par la suite. Donc, il y a des choses il y a eu une amélioration sur ce point-là. Néanmoins, il y a encore d'autres choses qu'il faut encore faire par vous-même. Si un jour vous êtes en train vous êtes sur Microsoft Azure et que vous êtes en train de vous créer une VM dessus par défaut, sans rien modifier, sans rien rajouter, sans quoi que ce soit. Alors, vous allez vous rendre compte que si vous regardez, il y a finalement il y a un score qui est donné que Microsoft vous affiche sur votre dashboard qui vous dit le niveau de sécurité 30, 40, 60%, 80% et ainsi de suite. Et si vous le mettez par défaut, vous ne configurez rien, donc la configuration par défaut,
vous allez voir que quoi, la configuration par défaut, elle n'est pas à 100%. Elle n'est même pas à 80%. Je ne me rappelle plus, elle est à combien, mais elle est aux environs de 50-60%. Ça veut dire que le par défaut n'est pas bien sécurisé. Vous avez besoin de faire une configuration en plus pour améliorer la sécurité. Et entre autres, on a les autres dual home. Donc, un autre dual home, c'est un autre qui a deux cartes réseau. Une est connectée à un réseau de confiance et l'autre à un réseau non sûr. Alors, l'autre dual home ne route pas. Et en effet, finalement, si un utilisateur veut accéder au réseau de confiance à partir d'un réseau non sûr, il doit d'abord s'authentifier à cette hôte, puis accéder au réseau interne à partir de là. L'un des exemples qu'on peut utiliser, enfin, un autre nom que vous allez peut-être entendre parler par la suite, c'est les jumpbox. Une jumpbox, c'est quoi? C'est une machine qui est connectée à Internet et qui est connectée au réseau interne. Si vous voulez accéder au réseau interne, la seule manière pour pouvoir accéder au réseau interne depuis Internet, c'est en passant par cette machine-là. Et en passant par cette machine-là, il y a un niveau de sécurité plus important sur cette machine et il y a des méthodes d'authentification, etc. Donc, vous ne pouvez pas accéder directement tant que vous ne vous êtes pas authentifié à la Jumpbox et que vous n'ayez pas toutes les autorisations pour pouvoir le faire. Ensuite, on a the Screened Host Architecture ou architecture d'hôte filtrant. C'est une architecture réseau qui va utiliser un routeur filtrant qui permet de filtrer les trafics externes de et vers un autre bastion en utilisant des ACL. L'autre bastion peut atteindre les ressources internes, mais les ACL du routeur empêchent l'interaction directe entre le réseau interne et le réseau externe. Donc la différence entre cette architecture et l'architecture dual home, c'est l'utilisation d'un routeur filtrant qui va filtrer le trafic Internet vers les systèmes internes. Donc si on, si on regarde ces deux architectures, elles vont être de cette manière. Vous avez, dans le cas de l'autre dual home, il est connecté à Internet d'un côté et au réseau interne de l'autre côté. Si je veux accéder au réseau interne, je dois d'abord m'authentifier auprès de cette hôte. Si je ne peux pas m'authentifier auprès de cette hôte, je ne peux pas accéder au réseau interne. Dans le cas d'un réseau avec un hôte filtrant, là, je vais généralement avoir un routeur filtrant qui va filtrer le trafic Internet et qui va dire j'autorise certains paquets à aller vers les autres bastions, mais je ne les autorise pas à aller vers le reste de mon réseau de confiance. Alors, on a l'idée de zone démilitarisée. J'en ai parlé un peu en TD. Et qu'est-ce qu'une zone démilitarisée ou une DMZ? En fait, c'est un sous-réseau qui, lui, est séparé du réseau local et isolé de celui-ci et d'Internet par un pare-feu. Donc, ce sous-réseau, il va contenir des machines qui peuvent être accédées depuis Internet ou depuis le réseau local. Le pare-feu va bloquer donc là les accès au réseau local pour garantir sa sécurité, mais il va autoriser au trafic d'accéder à certains services qui sont susceptibles d'exister sur la DMZ depuis Internet. Donc, si on a une compromission d'un des services dans la DMZ, un attaquant n'aura accès qu'aux machines qu'il y a dans la DMZ et non pas au réseau local, puisque ce qu'il y a sur le réseau local, il a une sécurité qui est plus importante. Donc si on regarde la figure qui vient juste après, on va avoir deux manières de créer une DMZ. Soit on a deux pare-feux, et la DMZ se trouvera entre les deux pare-feux, un pare-feu externe, un pare-feu interne,
Et puis, vous avez tout ce qui est les serveurs qui doivent être accédés depuis Internet et depuis le réseau local au milieu. Et donc, c'est de cela qu'on va appeler, c'est ceux-là qui vont être dans la DMZ. Alors, de préférence, quand on a deux pare-feux, il est préférable d'avoir deux pare-feux différents. Pourquoi? Parce que si il y a alors quand je dis deux pare-feux différents, je ne parle pas de deux pare-feux physiques différents, mais je veux dire deux pare-feux complètement différents. Par exemple, si vous avez un pare-feu externe qui est un pare-feu Palo Alto, le pare-feu interne, vous pourriez mettre, au lieu de mettre un Palo Alto, vous allez mettre du Cisco, par exemple. Alors pourquoi ça? C'est que si on a un pare-feu qui a une vulnérabilité et qu'elle est exploitée, je ne vais pas avoir les deux pare-feux qui vont avoir la même vulnérabilité en même temps. Puisque ce sera deux pare-feux qui vont être complètement différents avec des mini-systèmes d'exploitation différents. Vous voyez la raison. Alors que si on a deux pare-feux identiques, si une vulnérabilité est découverte sur le pare-feu et qu'elle est exploitée, un attaquant va pouvoir exploiter la vulnérabilité sur le premier pare-feu et sur le deuxième pare-feu. C'est le même. Voilà. Donc en ayant deux pare-feux complètement différents, je vais avoir une sécurité qui va être plus, on va dire fiable. C'est pas exactement le terme, mais on peut dire ça. Et puis on a le deuxième cas pour créer une DMZ, c'est je vais avoir un pare-feu avec plusieurs interfaces, au moins 3. Où je vais avoir une interface connectée à un réseau non sûr, généralement Internet, une interface connectée au réseau local ou au réseau sûr, et on a une interface qui va être connectée à la DMZ. Et donc le pare-feu va jouer le rôle de filtrer, d'avoir certaines règles de filtrage vers le réseau local qui vont être plus strictes que les règles de filtrage vers la DMZ. Bien sûr, ça va rester quand même strict pour la DMZ puisqu'on ne va vouloir laisser passer que ce qui doit être que ce qui est pour des services qui existent et dont on a besoin de laisser passer. Puis, un dernier élément dont on va voir normalement dans ce chapitre, c'est les honeypots. C'est pas le dernier, mais c'est pas long. Les honeypots sont des systèmes conçus pour attirer les attaquants. Ils vont avoir pour but de faire croire à un attaquant qu'il peut prendre le contrôle d'une véritable machine de production. Donc il va se montrer, il va faire croire à l'attaquant que c'est une machine de production et pour que l'attaquant l'attaque. Grosso modo, c'est un leurre, c'est un piège si vous préférez. Ce genre d'éléments vont permettre à l'administrateur d'observer les moyens de compromission des attaquants et de se prémunir contre de nouvelles attaques. On a deux types de honeypots, un honeypot à faible interaction et un honeypot à forte interaction. Les honeypots à faible interaction, vous avez plusieurs, comme Spectre, Honeyed et d'autres. Alors leur but est de recueillir un maximum d'informations tout en limitant les risques, en offrant un minimum de privilèges aux utilisateurs. En réalité, un honeypot à faible interaction, c'est un programme qui va émuler des services. C'est pas vraiment un service qui tourne, c'est un programme qui fait semblant. Yani, quand il va recevoir une requête, il ne va pas y avoir de traitement de la requête, etc. Il va juste dire si, if la requête elle est comme ça, then répondre comme ça. Il n'y a rien derrière. C'est juste un ensemble de if, then, else, grosso modo. Ou switch case, si vous préférez. Si on veut. Hein.
une explication basique. Les honeypots à faire forte interaction, eux, en fait, c'est des systèmes véritables. C'est un véritable système d'exploitation avec de véritables services sur une machine du réseau qui va être plus ou moins sécurisée selon ce que vous voulez en faire, selon vos besoins. Les risques sont beaucoup plus importants que pour les honeypots à faible interaction puisque c'est de véritables systèmes. Et donc, il est important de sécuriser l'architecture du réseau pour que l'attaquant ne puisse pas utiliser, une fois s'ils arrivent à compromettre ce honeypot, qu'ils ne puissent pas utiliser le honeypot pour attaquer le reste du réseau. Et donc des systèmes de production. Alors, encore une fois, le honeypot, c'est un piège ou c'est un leurre. C'est plutôt un leurre. Ça veut dire comme quoi il est là, il est là et il attend. Si un attaquant vient vers lui, il va le voir. Vous allez pouvoir étudier ce qu'il est en train de faire sur la machine, etc. Mais si aucun attaquant ne vient vers lui, vous ne pourrez pas voir ce qui se passe. Donc, ce n'est pas le honeypot qui va faire appel à l'attaquant. Il est juste là. Il est en vie, il existe, il est là. Adam Aken. C'est comme grosso modo. Donc, si aucun attaquant ne va vers lui, ben, vous ne pourrez pas voir comment qu'il fonctionne, comment que les attaquants travaillent. Mais si il suffit qu'un attaquant aille vers lui pour voir comment il interagit avec le honeypot. Alors, il y aura plusieurs manières de voir ça. Généralement, sur ce genre de honeypot, vous allez avoir différents éléments, comme d'abord, vous avez les logs que vous pourrez étudier. Vous allez avoir aussi des PCAP, des enregistrements du trafic pour voir qu'est-ce qui se passe sur la machine. Vous allez avoir des enregistrements de tout ce qui est touche clavier, virtuel, hein, quand je veux dire ça, et un keylogger, quoi, et ainsi de suite, pour pouvoir avoir une idée de tout ce que l'attaquant aura fait sur ce honeypot, sur le système. Maintenant, un autre élément dont on va parler ici, c'est les VPN. Ou VPN pour Virtual Private Network. Donc, ces Virtual Private Networks sont utilisés pour sécuriser les données envoyées à travers un réseau non sûr. Donc, on va avoir plusieurs protocoles de tunnelisation, puisqu'on va créer un tunnel, en fait. On a IPsec. IPsec est défini par l'IETF comme étant un cadre de standard ouvert pour assurer des communications privées et protégées sur des réseaux IP par l'utilisation des services de sécurité cryptographique et un ensemble de protocoles utilisant des algorithmes permettant le transport de données sécurisées sur un réseau IP. Il n'est pas limité à une seule méthode d'authentification. IPsec va opérer à la couche réseau, donc sur la couche réseau, ce qui le rend indépendant des applications. Donc, quelle que soit l'application qu'il y a à l'intérieur, il s'en fout, en d'autres termes. Et on a deux modes de fonctionnement pour IPsec. On a le mode transport et on a le mode tunnel. Le mode transport, c'est entre deux machines, donc entre la source et la destination directement. Et dans le mode transport, si on a le paquet IP, il est comme ça d'origine, vous avez l'entête IP, vous avez les données. Dans le mode transport, il va y avoir l'entête IP, l'entête IPsec, puis les données chiffrées. Tandis que dans le mode tunnel, alors le mode tunnel, lui, c'est entre deux réseaux. C'est un tunnel qui va se faire entre deux réseaux, un réseau A et un réseau B. Imaginons que vous travaillez dans une entreprise qui va avoir au moins, on va dire, deux locaux dans deux villes différentes, à plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre. Mais que vous vouliez il y ait possibilité de communiquer entre le réseau interne du local A
avec le réseau interne du local B de manière comme s'ils étaient dans un seul et même réseau, si on veut. Alors, l'une des manières de faire, c'est en utilisant le mode tunnel d'IPsec. Donc, vous allez configurer au niveau, bien sûr, des éléments de périphériques de votre réseau des deux côtés, le protocole IPsec, etc., le mode tunnel. Et ensuite, dans ce cas-là, vous allez avoir quoi? Les paquets IP, vous allez avoir une nouvelle entête IP, une entête IPsec, et à l'intérieur, l'entête IP chiffrée, l'entête IP qui était là, cette fois-ci elle est chiffrée, et les données qui étaient là, mais chiffrées. On a aussi d'autres manières pour la sécurisation de communication, pour faire pour la tunnelisation, c'est en utilisant SSL et TLS, en fait, en utilisant TLS. Donc, SSL pour Secure Socket Layer a été conçu au départ pour protéger les données de HTTP. Et donc, HTTPS va utiliser le port 443. TLS, c'est la dernière version de SSL, même si à la base il était utilisé pour le web, on peut utiliser TLS pour chiffrer des données et faire du tunneling. Alors, les VPN SSL sont plus simples à mettre en place, etc., que leur équivalent IPsec. Un autre protocole qu'on va voir maintenant, c'est la VoIP. Alors, la VoIP, c'est une technique qui permet de communiquer par la voix sur des réseaux compatibles IP. À la base, le protocole qui a été créé et qui a été utilisé, c'est le RTP, Real-Time Transport Protocol. Il est basé sur, en fait, il est encapsulé dans de l'UDP et donc il est encapsulé dans de l'IP et qui permet de transporter la voix sur IP. Maintenant, le problème qui se pose avec RTP, c'est que tout le trafic est finalement en clair. Et ayant le trafic en clair, le problème qui se pose là, c'est que n'importe qui est au milieu, si on a une attaque de l'homme du milieu, il va pouvoir être en écoute de toute la conversation. Et c'est pour cela que SRTP a été créé. SRTP pour Secure RTP. Il peut être utilisé pour fournir une sécurité à la voix sur IP. Il va inclure, donc il va permettre la confidentialité en utilisant un algorithme de chiffrement symétrique qui s'appelle AES, qu'on verra par la suite au courant du cours, qui va permettre aussi l'intégrité et l'authentification des messages grâce au protocole HMAC SHA1. Alors, HMAC, en fait, c'est ce qu'il va y avoir, il va y avoir calcul de la fonction de hachage pour le message, plus ajout de signature. Voilà, grosso modo. Et on arrête là. Donc, on a fini avec le chapitre 3. Le chapitre précédent, le chapitre prochain, c'est la cryptologie. Donc, on va rentrer dans la prochaine fois qu'on va se voir en cours. On va faire de la cryptologie. Qu'est-ce que c'est? Comment l'utiliser? Les types de cryptographie. Puis, on va rentrer dans la cryptographie classique. C'est à peu près ce qu'on verra la prochaine fois. Et on va passer à, dans juste un instant,